Elle est venue l'an dernier et c'est Anne qui nous a fait, Ginette et moi, le plus beau des compliments qu'on ait eu. Je parle en ton nom, Ginette. Quand tu es partie, je te revois sur le pas de la porte de l'hôtel. Tu as dit « Je reviendrai bien l'an prochain pour réfléchir ». C'est exactement ce que nous voulons faire avec Ginette, faire que ces rencontres, qui ne sont pas les strass et paillettes des grands festivals que nous connaissons tous, soient un lieu dans lequel on réfléchisse les séries, comme il y a d'autres lieux où on réfléchit le cinéma. Et j'ai l'impression, avec les universitaires qui sont présentes, qu'on a commencé à faire ça. En fait, à chaque fois que je rentre dans une nouvelle saison d'Engrenage, je rentre toujours par les femmes. C'est surtout les personnages de Laure et de Joséphine qui me font entrer dans la saison. Quand je suis rentrée dans la saison 5, c'était par Laure, puisque mon point de départ, c'était de me dire elle est en deuil et elle est enceinte. Et dans la saison 6, les premières images de la saison 6, c'est en fait, voilà, son bébé est là, mais elle ne l'a pas encore et il va peut-être mourir. Voilà. Donc en fait, c'est toujours par elle que je rentre dedans. Mais étrangement, c'est les hommes qui, pour moi, dans cette saison, mènent véritablement la danse. Et tous, parce que si on peut parler d'hommes tourmentés, s'il y a bien une saison qui l'est pour les hommes, c'est bien la saison 6. Et alors, évidemment, les femmes aussi le sont aussi, parce qu'il y a une sorte de continuité par rapport aux saisons précédentes. Mais que ce soit Roban, que ce soit Gilou ou Fromentin, on est vraiment sur des parcours extrêmement tourmentés. Alors, après, une fois qu'on rentre dans la série par Laure et par ses problèmes de maternité, se pose la question de savoir de quel polar on va parler et de quelle thématique. Et la naissance de ce bébé, fragile, prématuré, dont la vie ne tient qu'à un fil, une espèce de grossesse qui est arrivée subitement et un accouchement qui lui est arrivé sans qu'elle s'en rende compte, ça m'a donné envie de faire quelque chose sur les corps. Sur le corps humain, et parce que le corps, c'est l'intime, et c'est un peu la réponse au travail de la justice et de la police, qui est une sorte de travail qui repose sur la vérité, sur la nécessité en fait de mener une enquête et de comprendre comment un meurtre a été commis, etc. Et j'avais envie en fait de faire, par rapport à mes personnages, un chemin complètement inverse, c'est-à-dire que leur intimité à eux, ils la gardent pour eux, il n'y a rien qui sort. Et en fait, c'est à la fois une saison sur la nécessité de faire sortir une vérité, et par contre, plus on avance, et moins la leur, elle sort. Sauf sur un personnage qui est Gilou. Mais ça, c'est encore autre chose. Et par rapport au personnage de Roban, dont la fonction est vraiment justement de faire éclore la vérité, puisqu'il est juge d'instruction, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait quelque chose qui me paraissait très intéressant, c'était son rapport, lui, à sa propre défaillance. Parce que le personnage de Roban, en fait, c'est un personnage assez complexe, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce personnage. En fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que d'une saison à l'autre, à chaque fois, je m'émerveillais sur tout ce qu'il est resté à raconter sur Roban, sur beaucoup d'autres personnages. Mais Roban, parce que c'est un personnage très énigmatique et très secret, qui dès le départ, j'ai pas créé cette série, hein, je le rappelle, moi je suis arrivée sur la saison 3, et je me suis demandé qui était ce bonhomme, quoi. Et la liberté que j'ai eue de raconter à la fois ce que je voulais et à la fois ce que lui, en tant que personnage, m'insufflait, il y a eu une rencontre entre les deux que j'ai trouvée assez magique. Et dans cette saison particulièrement, qui est aussi sur la défaillance et sur le refus d'admettre qu'on puisse avoir des fragilités, quand on est juge d'instruction, intègre, et qu'on a l'intégrité morale chevillée au corps, je trouvais ça super intéressant d'avoir un juge qui perd pied et qui n'a plus le contrôle de lui-même. Voilà, maintenant je laisse parler Philippe. Alors pardon, il y a juste un truc que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, il tombe malade, c'est quand même ça. C'est pour ça qu'il perd pied et qu'il il est fragilisé dans sa fonction, parce qu'il tombe malade. Enfin bon, on va vous montrer plusieurs extraits, et que il ne supporte pas en fait la fragilité que ça procure physiquement et intellectuellement. Il n'est absolument pas capable de l'admettre, et donc il est à la fois dans un déni et dans une espèce de course pour la vie. Voilà. Oui, oui.
Effectivement, dans la complexité que tu évoquais, il y a ceci qu'il est... j'ai le sentiment que c'est un personnage, c'est quelqu'un qui a... comme on le sait, il est très seul. Il n'a pas de vie à proprement parler, affective, sentimentale, sauf dans la saison 3 où il y a un amour de jeunesse qui revient. Et là, on voit qu'en fait, c'est un grand émotif. Mais ça ne se voit pas dans l'instruction parce que, comme vous le disiez, donc, être juge d'instruction, c'est effectivement chercher la vérité. Et donc, ça suppose qu'il n'y a évidemment aucune empathie avec les présumés coupables ou innocents, c'est-à-dire avec les prévenus. Donc, le juge d'instruction, je dirais par essence, il est froid. C'est-à-dire, il est froid et aussi, il est... Alors donc, pour continuer, il est clair que je peux dire l'entièreté du juge Roban, la vie du juge Roban, ça a été son travail, quoi. C'est ce qu'on voit dans les épisodes, c'est son travail. Avec cette erreur, je me souviens, tu étais là, j'avais rencontré le Van Ruysbeck et Renaud, le juge d'instruction qui est bien connu. Et puis il disait effectivement que lui, c'était important quand il arrivait chez lui de passer l'aspirateur ou je ne sais pas quoi, qu'il y ait une nécessité de se réancrer quelque part dans une vie familiale, parce que tellement ce qu'il y a à vivre dans les affaires. Il faut voir, les juges d'instruction sont traversés par des choses d'une violence, mais incroyable, quoi. Tout ça est pour dire que le juge Roban, je crois qu'il a vécu beaucoup par procuration. C'est-à-dire qu'en fait, comme on dirait bêtement, il n'a pas pensé à lui, quoi. Sa vie, je crois, était vraiment faite, sa profession, et tous les prévenus, tout ce qu'il a traversé, je crois que c'est ça qui a occupé sa vie. Et tout d'un coup, par la force des choses, il va se trouver effectivement ramené à lui-même, parce qu'il y a une épreuve de mort, tout simplement, parce qu'il se dit, est-ce que je vais mourir ? Et que donc là, il y a effectivement quelque chose qui se brise dans cette espèce de, on pourrait dire, de fuite en avant quand même, qui était sa vie. Voilà. Et c'est ça qui va être à l'origine de l'évolution de Roban. En fait, il a un cancer du cerveau, donc... qui se manifeste d'abord dans la saison 5, ça arrive dès la saison 5, puisqu'il saigne du nez. Il a des saignements de nez totalement inexpliqués. Et juste pour l'anecdote, je voudrais vous raconter comment cette idée m'est venue, parce que je voulais lui créer tout ça, ça se décide saison après saison, et à l'intérieur de tout petits rouages, parce qu'en saison 5, on a un Roban qui est dans la toute-puissance. Et son intransigeance commence à en faire quelqu'un presque de dictatorial dans son comportement, dans sa façon de penser. Il est presque responsable de la mort de Pierre Clément, quand même, si on regarde bien. Il envoie un innocent en prison. C'est aussi la fabrication d'une erreur judiciaire qui est provoquée par son incapacité à penser autrement, parce qu'il devient un juge surpuissant, ce qui guette aussi certains juges d'instruction. Parce que c'est, comme le rappelait Philippe, c'est aussi une tâche extrêmement complexe de devoir instruire à charge et à décharge, comme le disent les textes. Mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est des êtres humains qui rendent la justice et que parfois, à décharge, c'est plus dur qu'à charge. Et pour contrebalancer cette toute-puissance, je voulais mettre quelque chose, l'amorce d'une fragilité. Et cette fragilité m'est apparue. Je voulais un truc physique et je ne savais pas trop quoi. Enfin, je sentais qu'il fallait que ça vienne d'un trouble physique. Et donc j'avais Gilbert Hill comme consultant, très très précieux consultant. Et un jour, j'étais dans son bureau avec mon co-auteur. Et travailler avec Gilbert Hill dans son bureau, c'est le cauchemar absolu, parce qu'il fume gitane sur gitane, et c'est une pièce climatisée, donc il fait froid, et ça sent le tabac en permanence, et moi j'avais envie de vomir à chaque fois, c'était horrible. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais tu veux pas qu'on aille au bistrot ? Il me disait, non, c'est bien ici. Et il parle, il s'emballe, parce que Gilbert parle beaucoup, et il parle, et d'un seul coup, il se met à saigner du nez. Et j'ai exactement réécrit cette scène avec Pierre Clément dans la saison 5, où en fait, Roban parle sans s'en rendre compte, il se met à saigner du nez. Et là, je dis à Gilbert, mais Gilbert, je crois que tu saignes du nez. Et là, il s'énerve, il dit, oh, j'en ai marre, c'est cet imbécile de Toubib, il ne m'a pas soigné comme il faut. Et au lieu de prendre, comme n'importe qui aurait fait, un Kleenex pour essuyer son nez, il a pris sa poubelle, sa corbeille, il a penché la tête dedans, il a laissé le nez s'écouler, il m'a dit, bon, c'est quoi ta question déjà ? Et
Et donc, vraiment, ça coulait à grosses gouttes. Et je lui ai dit, non, mais c'est pas possible. Attends, dis-moi ce que je peux faire. Où est-ce qu'il y a des mouchoirs? Et il me dit, va regarder dans le bureau de mon greffier. Et là, j'ouvre le tiroir du greffier qui était absent à la pause déjeuner. Et c'était tellement mignon parce qu'il y avait plein de petits paquets de Kleenex alignés, des cotons. En fait, c'était sa maman, quoi, son greffier, qui avait 40 ans de moins que lui. Mais... et en fait, tout ça m'a donné ce... Et là, en fait, quand j'ai vu ça et qu'après, Gilbert a continué à parler avec ses 2 mèches de coton dans le nez, je me suis dit, ça va être le début de quelque chose. Mais je ne savais pas qu'en saison 6, on allait aller si loin. Et du fait de cette fragilité qu'on a un peu fait vivre à tous les personnages sur ce qui leur arrive physiquement, en fait, voilà, je me suis dit qu'en fait, c'était intéressant de faire vivre quelque chose à Roban qui lui fasse perdre pied et qui bouscule ses certitudes, mais surtout qui va l'humaniser. Voilà. Et voilà, après, on parlera de ce... Parce que c'est un trajet en fait, qui est assez long. Il y a 12 épisodes et ce n'est pas simplement l'histoire d'un juge d'instruction qui est atteint d'un cancer au cerveau. Ce n'est pas ça. C'est quelles sont les répercussions d'une telle maladie sur un personnage qui se pensait très intègre et inébranlable dans ses convictions. Et bien justement, la peur de la mort va lui faire faire des choix qu'il n'aurait certainement jamais fait auparavant. Première question que je vais poser, c'est évidemment la question que se pose tout le monde, c'est l'empathie. Donc, est-ce qu'il y a une empathie par rapport aux prévenus que vous interrogez? Vous avez une fille qui arrive, qui dit « je me suis fait violer, je sais pas quoi », ou un type, je sais pas quoi, qui est accusé d'avoir tué. Ou, bon, comment il est, le juge d'instruction? Alors, intérieurement, il est ému par le... Bon, alors la juge, elle a été catégorique, elle m'a dit « empathie, 0. 0, 0, 0, 0, 0 ». Il sait que c'est possible, que c'est pas possible, et il cherche la vérité. Et en fait, c'est ça le moteur. C'est-à-dire le fait de chercher la vérité fait qu'il y a forcément, ça crée une espèce de distance de situation, si vous voulez, et qui fait que, alors le facteur humain, il est de l'autre côté. Bien sûr, et un juge, si une fille vient parce qu'elle s'est fait violer, il sait très très bien qu'il y a, d'ailleurs on le voit dans je ne sais plus quelle saison, où il y a une fille qui vient, etc. Elle est très bouleversante, l'actrice est formidable et tout, et puis merde, il se rend compte que le type qu'elle accuse, on a la preuve qu'il a été filmé à la même heure, le même jour, ailleurs. Donc la fille ment. Et jusqu'au bout, on ne saura jamais si la fille, pourquoi elle a menti. Vous voyez, bon. Donc un juge d'instruction, il a la psychologie de tout ça en face. Voilà. Mais empathie 0. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Ça a été premier. Ça a été vraiment une chose. C'est très simple, mais c'est absolument essentiel. Moi, j'y connaissais rien sur les cancers du cerveau, ni sur les prématurés. Donc, on a beaucoup travaillé avec une psychologue qui s'occupe de parents d'enfants prématurés. Donc ça nous a énormément aidés. Et on a aussi travaillé avec un neurologue qui fait de la chirurgie, au service de neurologie de la Salpêtrière. Et voilà, mais je veux dire, c'est bien de connaître les choses, mais voilà, c'est un médecin, un psychologue, ils nous ont donné des éléments assez techniques et absolument indispensables. Mais moi, c'est le juge Roban que je fais vivre. Et c'est parce que je connais son histoire et parce que je sais ce qu'il a fait dans les saisons précédentes que là, il va agir d'une façon et pas d'une autre. Et la façon dont un personnage agit dans une situation de crise, comme peut l'être la découverte d'une maladie, c'est quelque chose qui prend du temps. En fait, ça ne s'impose pas comme ça. On réfléchit, on se dit comment il va réagir. Non, Roban, il ne peut pas réagir comme ça, pour telle et telle raison. Et le déni, c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé. En fait, je crois que c'est la première saison, Roban, où c'est un métier de ruse. Roban, instruire, c'est avoir tout le temps un temps d'avance. J'ai vu des juges d'instruction travailler, posent des questions courtes, sèches, tout ça. Ils attendent que le prévenu dise des conneries. Plus il dit des conneries, mieux c'est. Il note, etc., etc. Donc, c'est des grands calculateurs. C'est des très, très grands calculateurs. Et donc, là, pour la première fois, Roban, il n'a pas un temps d'avance, il a un temps de retard. C'est-à-dire, la maladie fait que cette question d'avoir du retard, de ne pas comprendre ce qui se passe, et après, pendant le temps de la fiction, de devoir combler son retard pour rattraper, ça c'est une chose moi, que
qui me bouleverse. J'avais entendu, vous connaissez sans doute, Danet a beaucoup parlé de ça. Vous savez, quand il parlait de la supériorité du grand cinéma américain, parce que justement, qui montre des personnages qui ne sont pas des petits malins, comme souvent dans le cinéma français, quoi, des gens qui, surtout, voilà, toujours un temps d'avance, pas se faire enculer, quoi, etc. Alors que là, dans le cinéma américain, on a des gens qui sont alors qui peuvent paraître naïfs, mais qui sont des gens qui ont en train de... Alors, Cary Grant dans La Mort aux trousses, par exemple, il comprend rien. Tout ce qui arrive, il comprend rien. Il comprend rien. Donc, il va faire son retard, en quelque sorte, il va combler son retard à vue devant les spectateurs. Et ça, je pense que, par opposition au calcul, je pense que, pour moi, c'est vraiment une humanité profonde. Si je pense... Qu'est-ce que c'est que devenir humain? Il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire pas avoir peur tout d'un coup. Parce que qu'est-ce que c'est avoir un temps de retard? C'est que, bon, je veux dire, on est tous, enfin pardonnez-moi de se dire, mais on est... on attrape le train en marche. Le monde, il a commencé vachement longtemps avant nous, sans nous. Et donc, il faut bien qu'on s'y fasse. Donc, je veux dire, au départ, on est défavorisé, on est faible, on est fragile. C'est une position de fragilité, avoir un temps de retard, quoi. C'est ça que je trouve absolument bouleversant. Et je trouve que c'est ce que Roban regagne pendant toute cette saison, parce qu'il est bien obligé, parce qu'il a la maladie, et parce que voilà, il peut pas faire autrement. Voilà. Et ça passe par le déni, et ça passe par le non-vouloir, et puis petit à petit, il lâche, pour finir par rejoindre complètement à la fin, vraiment la maladie. Donc c'est cette chose-là et cet amusement-là, je crois, qui m'a guidé un peu dans toutes les scènes qu'on verra, on en parlera, mais avec Machar, tout ça, c'est ça aussi qui m'a intéressé. Il a un temps de retard tout le temps. La première scène avec Madame Baudin... Oui, alors, comme je pensais qu'on allait voir le premier épisode, du coup, j'ai pas mis cette scène, mais la première scène avec Madame Baudin, elle est à hurler de rire. C'est une scène de comédie, en fait. Il est une femme, bon, en face de lui, et puis elle lui parle d'un élément qu'il y a dans le dossier, etc. Et d'un seul coup, il y a un blanc, et il ne sait pas de quoi on parle, quoi. On n'a jamais vu Roban comme ça, c'est impossible. Les juges d'instruction, ils ont des mémoires, mais de malades. Les affaires, c'est 50 dossiers de 1000 pages. J'exagère, hein. Bon, voilà, mais bon, c'est énorme. Donc, tout d'un coup, il ne comprend pas. Alors, c'est son greffier qui lui dit, mais c'est le page 32, la feuille, etc. Alors, il fouille comme ça, il trouve la page 32, et puis il fait comme mon beau-père, il fait « Ah oui, bien sûr, oui, etc. » Il rattrape le train comme ça. Ça, je trouve ça vraiment délicieux, quoi. Voilà. Donc on s'est beaucoup appuyé sur des... Enfin, moi, je me suis beaucoup appuyé là-dessus. Et alors, justement, en fait, tout ça, ça s'inscrit dans un programme très précis, parce que cette défaillance due à la maladie, et ce que ça va entraîner de fragile chez le personnage, en fait, ça va l'humaniser. Et jusqu'à présent, on a toujours eu, comme je disais tout à l'heure, un juge très droit, parfois très dur, parce qu'il a toujours le sentiment d'être un juge juste. Et pour le coup, ce n'est pas du tout un juge ni corrompu, ni qui fait de concessions. Quand il fait des choix, ils sont réfléchis, argumentés. Et il pense vraiment qu'il fait les choses les plus justes possibles. Et là, il va se passer un truc qui ne lui est jamais arrivé, c'est qu'il va s'humaniser. Et en fait, en s'humanisant, il va encore plus se fragiliser. Et alors, le personnage de Roban a été énormément construit pendant toute cette saison en lien avec Machar, qui est son pire ennemi, puisque c'est le procureur général du palais, et qui, lui, est un homme qui a ciré les pompes de toute la magistrature depuis 40 ans, contrairement à Roban. Et ce que je trouvais intéressant de construire, donc c'est pour ça que ce personnage s'est vraiment bâti à différents niveaux, c'est qu'au départ, il a une solitude qu'il a choisie, qui est la solitude de son métier, parce que pour lui, être intègre, ça veut dire être seul. Et il l'a accepté, parce que sinon, il ne peut pas bien faire son métier. Mais brusquement, la maladie l'isole encore plus. Mais là, c'est plus du tout le même isolement, c'est l'isolement de la peur de la mort. Et donc, du coup, il va s'ouvrir à son ennemi, quand il va découvrir que Machar, finalement, est à peu près dans le même état que lui. Sauf que là, si je dois dire quelque chose pour contredire ce que tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être le seul moment où il a un temps d'avance, parce qu'en fait, Machar est le reflet de ce que lui pourrait devenir. Et ça, il s'en rend compte avant tout le monde. Et ce qui me plaisait dans les parcours de ces deux hommes en parallèle, c'est qu'ils réalisent chacun que l'intransigeance pour Roban et la dévotion pour Machar
conduisent au même résultat. C'est-à-dire qu'ils sont au bord de la retraite et l'institution ne les protégera pas. Voilà. Vous avez vu la saison 6 ? Non, non, personne. On est en train de vous spolier là, mais alors là c'est du spoliage sur spoliage. Là, ouais. Mais effectivement c'est un enfer d'être à la fois déchiré entre sa logique, je dirais, de juge d'instruction, qui est qui consiste à aller jusqu'au bout d'une affaire, et puis ce facteur humain qu'il a dans les... Enfin, voilà. Et qui fait que, est-ce que ça vaut le coup, quoi, d'un certain moment de poursuivre, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de briser la carrière de quelqu'un ? Là, on le voit, il est très emmerdé, vraiment, de découvrir ça, quoi. Il aimerait mieux ne pas l'avoir découvert. Et je pense qu'il aurait bien envie, quand Machar lui dit « vous perdez la tête », bon, en tout cas, bien sûr que c'est pas moi, il a très envie de le croire, bien sûr. Hein. Très envie. C'est pas drôle du tout. Pas du tout. Et son rapport à la maladie est un rapport qui m'a beaucoup intéressée à construire, parce que c'est un personnage qui, pour la première fois de sa vie, va être soumis à une autre autorité que la sienne. Et c'est intéressant d'avoir un personnage extrêmement... c'est un personnage puissant. Enfin, un juge, c'est un personnage puissant. C'est un homme qui a des réponses, comme les flics d'ailleurs. Hein. En général, les réponses, c'est oui ou non. Et là, sur lui, il n'y en a pas. Il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas ce qu'il doit décider. Est-ce que je vais faire ma biopsie ? Qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait, maintenant ? Et les scènes avec le médecin aussi sont quand même assez croustillantes. On n'en a pas sélectionné, en fait, là. Mais j'aimerais que tu en parles un peu, parce que le médecin, j'ai entendu dans la salle certains d'entre vous réagir lorsque l'infirmière, ou le médecin lui donne les résultats et lui dit prenez rendez-vous, mais ce n'est rien à côté de ce qui se passe avec le médecin qui le bouscule par rapport à cette pathologie découverte, qui se protège bien évidemment comme un juge peut se protéger en refusant l'empathie, et qui est d'une brutalité sans nom pour donner le verdict du cancer. Exactement. Et alors, justement, en fait, il n'y a rien de plus banal, et ça c'est vraiment, à chaque fois on se dit, mais comment on va annoncer un cancer au juge Roban ? En fait, c'est des scènes d'une grande banalité. Elles ne deviennent intéressantes que si on travaille sur la réaction du personnage. Et le médecin qui annonce à Roban qu'en fait, il emploie des termes, je ne me rappelle même plus moi-même, parce que je les ai écrits une fois dans ma vie et je les ai déjà oubliés. Et la scène, elle est intéressante parce qu'en fait, Roban ne supporte pas cette position. Il est un patient à qui on dit « Monsieur, vous avez une maladie grave et il va falloir que vous vous soigniez et on ne sait pas si vous allez vous en sortir. » Et en fait, comme il ne supporte pas ça, Roban va inverser les rôles et il va interroger le médecin comme un justiciable en lui disant « Non, mais ça, je m'en fous. Moi, je veux savoir ça, ça et ça. » Et il pose des questions extrêmement précises et à chaque fois, le médecin essaye d'expliquer. Pour le coup, là, il est plutôt assez sympa, d'ailleurs, le médecin. Il essaye de prendre des gants pour lui expliquer les choses. Et l'autre, il dit « Non. Ça, la réponse, c'est tout. » Et ça, il n'y a que Roban qui peut réagir comme ça. Donc, ça montre à la fois ce que tu me racontes, ça ne m'intéresse pas et je me protège derrière ce que moi, je sais faire, c'est interroger les autres. Il faut vraiment attendre la fin pour qu'il accepte de se faire opérer, qu'il accepte de la maladie, qu'il accepte de vivre, puis ça se termine là-dessus, quoi. Voilà. Et donc, je sais que pour moi, c'est très important d'avoir toutes ces étapes pour que le spectateur voit l'évolution, si vous voulez, du personnage de Roban dans la maladie, quoi. Oui. Alors, en fait, c'est pas que la maladie de Roban, bien sûr, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes sur lui. En fait, c'est 12 heures sur la maladie de Roban. Non, mais ce que je veux dire par rapport au personnage de Roban, c'est que le résultat de cette maladie, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va lui faire prendre va lui faire faire des choix qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Et pour la première fois, il va choisir de protéger quelqu'un, parce que en fait, il va comprendre que c'est Machar qui était le dernier client de ce jeune prostitué, et parce que lui va savoir que en fait, le jeune homme, qui est un étudiant qui se prostitue, est mort. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une mort naturelle, mais bon, pour la médecine légale, ça l'est dans la mesure où il n'y a pas de crime. Il a pris beaucoup de
de médicaments, beaucoup de poppers, et en fait, il a eu une insuffisance rénale qui ne lui avait jamais été détectée. Et en fait, il meurt d'une mauvaise ventilation des organes. Voilà. Et à partir du moment où la mort est comprise comme n'étant pas d'origine criminelle, en fait, Roban fait le choix de rendre un non-lieu. Voilà. Puisque lui, il poursuivait pour cause indéterminée de la mort. Enfin, je ne sais plus exactement les termes. Nos avocats pourraient nous le dire, mais j'ai oublié. Et donc, en fait, dans une situation normale, il n'aurait jamais fait ça. Le nom de Machar serait apparu dans le dossier comme étant la personne qui a appelé les secours, etc. Et là, il va choisir de protéger Machar et de ne jamais faire apparaître son nom dans le dossier. Et la scène, quand il lui dit, elle est bouleversante parce que Machar pleure. Mais bon, on ne va pas tout vous montrer non plus. Machar pleure comme Machar peut pleurer, donc c'est-à-dire très discrètement et en se cachant. Alors qu'il est tout seul, il se cache, il est comme ça. C'est très très touchant. Mais en fait, l'affaire ne s'arrête pas là. J'ai envie de dire que lui pense que c'est la fin de quelque chose parce qu'il a le sentiment d'avoir fait son devoir en protégeant un homme, et en l'occurrence Machar, pour qui la honte aurait été insurmontable que tout le monde sache qu'il est homosexuel et qu'il est lié même à une mort accidentelle, mais quand même à la mort d'un jeune homme et qui se prostituait, etc. Bon, il veut pas en fait. Et en fait, Roban comprend ça. Il comprend la notion de déshonneur et donc il protège Machar. Évidemment, c'est sans compter sans Joséphine qui va mettre son nez dans cette affaire et qui va faire jaillir la vérité. Et ce que dans le parcours de Roban, alors qu'on est sur une saison sur la dissimulation et sur le mensonge, parce que la thématique générale de la saison, c'est la corruption. En fait, Joséphine va le forcer, en le poussant dans ses retranchements, elle va le forcer à dire la vérité. Et pour la première fois de sa vie, il va mentir, et en plus en public. Et moi, cette scène, elle me bouleverse parce que Machar, Roban lui-même, qui est un homme qui est incapable de mentir, il va découvrir qu'il est obligé de mentir. En fait, il fait exactement comme Machar. Et donc la violence pour le spectateur, c'est de participer, de voir monter cette angoisse chez le juge Roban et d'en arriver, moi je sais que je me suis dit mais c'est pas vrai qu'il va mentir, et d'en arriver à cette extrémité, mais parce que nous le savons. Et là il y a une grande subtilité, je trouve, dans l'écriture pour mêler le spectateur à l'identification et à comprendre ce qui se passe. Et c'est d'autant plus fort que Joséphine, du coup, affirme à l'intérieur de la série, elle est comme représentante du spectateur d'une certaine manière, qu'elle sait. Derrière Joséphine, il y a un texte qui est absolument magnifique, et je vous lis la phrase « La justice est l'ultime instance où se proclame et où se rappelle la valeur des choses ». Voilà. C'est quand même génial d'avoir cette scène devant cette écriture. Cette fragilité, c'est le nerf qui tient. C'est le nerf et la justice qui fait vivre. Parce que des fois, je me demande comment, biologiquement, c'est presque impossible qu'un personnage comme ça, qui paraît des fois si frêle, puisse survivre. Je me disais, mais c'est pas... Régulièrement, je me dis, ils vont le tuer. Ah là, ils vont le tuer. Oh là là, ils vont le tuer, c'est pas possible. Ah non, non, non. Et c'était une de mes grandes angoisses. Vous disiez que le juge Roban, il s'était humanisé du fait de la maladie. Et voyez-vous, en tant que spectatrice, c'est pas du tout comme ça que moi je l'ai perçu. J'en ai parlé avec des confrères et avec des policiers aussi, puisqu'on est un peu tous fans de cette série dans le milieu. Et en fait, j'avais le sentiment que le juge Roban, il était déjà humanisé du fait de la proximité qu'il avait avec la capitaine Laure, puisqu'il l'avait protégée à plusieurs reprises, et aussi, il allait au-devant de certains respects de procédure pour pouvoir lui attribuer les enquêtes. Donc c'était dans ce sens-là que je le voyais, moi, en tant que personnage humanisé, et non pas du fait de la maladie. Donc c'est pour ça que je disais que c'était intéressant de voir l'écriture que vous aviez, que vous avez faite, puisque c'était pas le regard que nous, on pouvait en lire après. Parce qu'en fait, il faut savoir que Engrenage est une série qui est très très appréciée par les voyous. Ah oui. Énormément, c'est l'une des séries les plus regardées en prison. Et je raconte cette anecdote que j'adore raconter, et pardon pour ceux qui la connaissent déjà. En fait, il y a des flics qui, il y a quelques années de ça, avaient mis une équipe sur écoute.
Et les écoutes, c'est évidemment, nous, on choisit que le moment où l'écoute présente un intérêt, mais dans des écoutes interminables de police, il y a énormément de choses totalement inutiles, des conversations totalement inutiles qu'il faut retranscrire, c'est l'enfer. Et en fait, il y avait un des flics qui nous avait dit, sur des écoutes, il y avait deux dealers qui parlaient, il y en a un qui dit à l'autre, je connais la série Engrenage, et l'autre il dit, non, ça parle de quoi? Et il dit ça, et l'autre il hésite, il dit, ça parle de nous. Le juge Thiel m'avait permis, il était en fin de carrière, de venir à une audition. Normalement, c'est pas autorisé, mais il m'avait quand même autorisé, parce que c'était pas un truc trop méchant. Lui, il était dans le terrorisme, donc il pouvait pas me faire venir si c'était des gros poissons. Et donc, c'était un petit gars qui s'était fait arrêter parce qu'il y avait des explosifs dans son coffre, etc. Donc, c'était une petite main, si vous voulez, mais c'était pas un cerveau. Et donc, on l'attendait. Donc, il y avait le greffier, il y avait Thiel et moi. Et donc la porte s'ouvre, comme dans les séries, on voit, le mec arrive menotté, etc. Il ouvre la porte, et il me voit, il fait « Oh, c'est vous !» Et donc, c'est hallucinant. Alors Thiel, qui a un humour fou, dit « Fais gaffe, parce qu'il est beaucoup plus méchant que moi, etc. » Enfin, bon. Et donc pendant 5 minutes, le type, c'était tout avait explosé, quoi. Tous les codes avaient explosé, il rigolait, tout le monde rigolait, machin. Et puis tout d'un coup, c'était fini, parce que le mec, il s'est pris 50 taux, je crois, après, quoi. Donc après, il est re-rentré dans son rôle de type qui dit rien, d'ailleurs, etc. Et c'est pour vous dire la puissance, effectivement, de la série dans les milieux, disons, interlopes. Et pas que dans les milieux interlopes, puisque Philippe, tu peux aussi raconter cette anecdote au pot de la presse judiciaire que je trouve absolument géniale. Où en fait il y a un juge donc, de Paris qui est venu voir Philippe, je la raconte moi alors, et qui lui a dit « J'adore votre personnage, et parfois quand je ne sais pas quoi faire sur un dossier, je me dis « Mais que ferait le juge Robin ?» Et alors pour répondre à votre deuxième question, alors à quel moment on décide d'être en avance sur le spectateur ou alors ça se décide pas, on se dit pas bon bah tiens on va le faire dans cette scène. En fait ça dépend du point de vue de la scène déjà, ça dépend du point de vue du personnage et ça dépend de tellement de choses. C'est une question qui est un peu difficile. Il faudrait presque regarder un épisode entier et se dire voilà là on l'a fait du point de vue du spectateur, du point de vue de ce personnage, du personnage de Laure. Elle connaît une information avant tel personnage qu'elle va coincer. Moi, j'ai eu le sentiment d'avoir été au bout, surtout sur Engrenage, et j'avais pas envie de faire la saison de trop. Donc j'ai passé la main à mon équipe. Évidemment, j'écris pas seule. C'est illusoire de penser qu'une série s'écrit seule. Personne n'est capable de faire ça. Il faut être une équipe solide. Il faut avoir des auteurs. Enfin, c'est vraiment un travail collaboratif qui est assez génial. Mais ça repose vraiment sur plusieurs talents, quoi. Et donc j'ai passé la main à mon équipe avec laquelle j'ai travaillé sur la saison 6, une grosse partie d'entre eux, puisqu'en fait je crois qu'il y a 6 des auteurs qui sont restés, après il y en a 2 autres que je ne connais pas je crois, et donc il va y avoir une saison 7 qui va rentrer en tournage cet hiver, enfin début 2018, et après... Voilà. Après, Canal décidera. Il y a un moment où une série, ça doit s'arrêter. En principe, c'est la saison 7 officiellement est la dernière.